Donc Alfonso Cuarón est un réalisateur mexicain qui commence à se faire bien connaître au début des années 2000 et notamment avec un film mexicain qui s'appelle Y tu mamá también qui se fait remarquer notamment pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et on lui propose cette adaptation, Les Fils de l'Homme, et il commence à s'intéresser un petit peu au projet, mais lorsque le film est présenté au studio, aucun financement n'est accepté, le film coûte trop cher et pour le moment le réalisateur n'est pas assez connu. Donc le projet est mis en sommeil, il pense l'abandonner et il est appelé sur la réalisation du troisième volet d'Harry Potter, donc Le Prisonnier d'Azkaban. Le film va être un grand succès et est considéré d'ailleurs depuis comme l'un des meilleurs de la franchise. On voit très clairement qu'il y a un réalisateur derrière et il y a un très beau travail de mise en scène. Donc à partir de là, il commence à avoir un petit peu plus de moyens. Et il recontacte les gens qui lui avaient proposé ce projet et en leur expliquant que notamment lors de la production d'Harry Potter, il a résidé à Londres et il ne cessait de voir dans les quartiers d'Hecate notamment de Londres qu'il pouvait traverser pour son travail, voir la manière dont il allait pouvoir envisager ce futur dystopique britannique. Et comme le réalisateur est devenu voilà, un petit peu plus coté, il arrive à trouver un financement et il lance la production donc, de ce film. Le scénario est adapté d'un roman de l'auteur britannique P.D. James, qui est sorti en 1992 et qu'elle présente comme une sorte de parabole chrétienne. C'est une auteure assez connue, notamment de policiers. Et Cuarón n'a pas lu le livre et il veut absolument pas le lire. Il laisse les scénaristes s'occuper de l'adaptation. Et dès le départ, il garde deux motifs. Le futur dans lequel voilà, la Terre entière serait atteinte de stérilité. Et le thème évidemment d'une femme enceinte qui viendrait renouveler cette donne. Ils vont rajouter énormément d'éléments, notamment tout ce qui est de l'ordre de la question de l'immigration, la question du fascisme, la question du terrorisme, et retravailler considérablement avec plusieurs personnes différentes le scénario. Il travaille avec le directeur de la photographie Emmanuel Lubezki, qui est mexicain comme lui, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent très bien, et qui depuis est devenu l'une des vraiment pointures mondiales en termes de photographie. C'est le seul directeur de la photographie à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure photographie 3 années consécutives. Il travaille beaucoup avec Terrence Malick notamment, et c'est vraiment quelqu'un qui actuellement il travaille aussi sur les films d'Alejandro Iñárritu, un autre Mexicain qui est très reconnu actuellement. Et ils décident ensemble de travailler et notamment de transformer Londres en ce que eux connaissent de Mexico City, à savoir une ville qui est évidemment beaucoup plus proche du tiers-monde que de la capitale occidentalisée. Pour l'adaptation, il y a aussi un gros travail de documentation sur ce que pourra être 2027 d'une manière la plus crédible possible. Au niveau du casting, il fait donc appel à Clive Owen qui admire beaucoup son travail et avec Julianne Moore, ils vont énormément s'investir dans le tournage et au point qu'ils contribuent à la réécriture de leur personnage. Et Michael Caine, qui joue le rôle de Jasper, est absolument ravi de faire ce rôle qui est un contre-emploi vraiment total par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, lui qui joue toujours des personnages assez respectables ou alors dans des films historiques, et qui s'inspire très clairement de John Lennon pour jouer voilà, ce que pourrait être un vieil hippie qui verrait le monde s'effondrer totalement avec pas mal d'ironie et beaucoup d'autodérision aussi. Pour ce qui est de cette création d'un futur, il va donc demander un travail considérable à toute l'équipe qui est en charge voilà, que ce soit les costumes, les accessoires, les décors, en leur donnant une devise principale, en leur disant je ne veux pas d'inventivité, je veux des références permanentes à tout ce qui a pu se passer jusque-là, aux raisons qui font que le monde est devenu tel qu'il est. La scène où on voit notamment Théo qui a été kidnappé et à qui on retire la cagoule dans cette pièce tapissée de journaux, a contraint tous les accessoiristes à écrire tous les journaux. Et c'est vrai que si on les regarde attentivement durant cette scène, vous avez un très grand nombre d'articles qui expliquent un petit peu quelle est la situation globale. C'est pareil pour les journaux télévisés, etc. Et tout est fait de cette manière-là pour essayer justement d'être dans une tonalité la plus réaliste possible. Le travail donc sur l'esthétique, parce que Cuarón est vraiment un très grand formaliste, il fait des choix de matériel assez particuliers. Il choisit une lentille en grand angle
18 mm, ce qui lui permet d'avoir un champ assez large, et un format 1,85, ce qui va éviter lors de la projection, vous l'avez constaté, les bandes noires en haut et en bas, et remplir totalement l'écran. Ce qui permet une immersion beaucoup plus grande, et puis nous enlève ce sentiment qu'on a lorsqu'on voit un film à grand spectacle. Quand on voit par exemple des films en cinémascope, les bandes noires, c'est aussi un signe justement de grands films épiques et de grands spectacles. Et il veut absolument effacer toutes les marques qui pourraient justement nous mettre face à de la fiction, face à quelque chose de spectaculaire. L'image est très verte, très terne, avec un piqué très net et le moins de grains possible, là aussi pour effacer la trace d'une œuvre cinématographique et essayer d'être la plus réaliste possible. Et la caméra, la plupart du temps, est portée à l'épaule. Et c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'incidence dans le récit, mais aussi dans les intentions de Cuarón. Le tournage, donc, est un tournage très compliqué, vraiment difficile. Le film est très cher et il y a un travail permanent de reconstitution des décors. Vous voyez, il y a des déchets partout, donc ils doivent à chaque fois tout construire. Et ce qui rend aussi évidemment difficile le tournage, ce sont les plans séquences. Le film est tourné en gros blocs de séquences et bien entendu, c'est quelque chose qui demande une préparation considérable. Et Cuarón, quand il se lance dans l'aventure, sait qu'il a envie de faire ce genre de gros blocs séquentiels, mais que ça va être souvent à peu près impossible à faire. Et donc il a une idée pour motiver son chef opérateur, donc Lubezki. Il lui propose dans un premier temps de faire certaines scènes en incrustation sur fond vert, notamment toute la scène de la voiture. Ce qu'il a un peu travaillé, notamment quand il a bossé sur Harry Potter. Et Lubezki fait une crise en disant que s'il y a des fonds verts, lui il démissionne parce que c'est un puriste de l'image et il veut qu'elle soit la plus véridique possible. Et c'est grâce à ce genre de provocation qu'il arrive à l'entraîner avec lui dans des défis qui vont être extrêmement difficiles à réaliser. La scène de la voiture, par exemple, c'est la scène où vous avez la voiture en flammes qui arrive et puis cette poursuite avec les motards et puis tous les émeutiers, a demandé toute une installation d'une caméra à l'intérieur de la voiture. On est dans un plan séquence et la caméra qui tourne, ce qui fait que chaque fois qu'elle se déplace, les acteurs sont obligés de baisser leur siège pour laisser passer la caméra qui est fixée à un faux plafond. Il y a une gigantesque coupole qui est mise au-dessus de la voiture. Et en plus, lors de ce plan séquence, on ne prévient pas les acteurs du nombre de figurants qui vont arriver et ils sont assez angoissés parce qu'en fait, il y en aurait beaucoup plus que prévu et la nervosité des personnages, des acteurs dans la scène, elle est aussi accentuée par cet effet-là. C'est pareil pour l'autre gros morceau de bravoure qui est cette scène de poursuite lors de la mitraille là sur tous les immeubles où on a un plan séquence qui dure à peu près 7 minutes. Ce seul plan séquence nécessite 14 jours de préparation pour tout chorégraphier, voir quel personnage sera à quel moment, dans tel angle, etc. Et au moment où il tourne les 2 derniers jours, et l'une des dernières prises, il y a, durant le plan séquence, du faux sang qui gicle sur la caméra. Vous avez vu les gouttes de sang. Et c'était pas prévu. Et à ce moment-là, Cuarón demande à ce qu'on arrête, il crie couper, mais en réalité il est couvert par le bruit des explosions, personne ne l'entend au niveau des cadreurs, etc. Et ils finissent la prise, et Lubezki le convainc de la garder, en lui expliquant que c'est quelque chose qui ajoute dans l'effet de réel, et qui aura probablement un effet sur le spectateur. Ce qui est effectivement le cas, mais c'est intéressant de savoir que ce sang, ces gouttes de sang déjà n'étaient pas voulues, elles n'ont pas été rajoutées en post-production. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé dans ces déplacements-là. Alors, pour être tout à fait honnête, ces plans séquences ne sont pas des plans séquences qui ont été tournés en une seule prise. D'ailleurs, on le voit, si on regarde attentivement ces gouttes de sang, subitement elles disparaissent. À un moment, lorsque la caméra regarde en contre-plongée la cage d'escalier, eh bien, elles sont plus là, donc ce qui montre qu'on est dans un raccord, et il ne s'en cache pas en réalité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la fluidité et l'immersion et le travail que ça va donner sur le rythme et le temps. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais donc c'est pareil pour le plan séquence avec la voiture, il y a certaines coupes, mais qui ont été effacées numériquement, et ce qui compte, c'est la chorégraphie de l'ensemble. Pour vous donner une petite information, la durée des plans moyens dans le film, si on prend tous les plans du film et qu'on fait la moyenne, on arrive à 14 secondes à peu près. Pour comparer, les films de Spielberg, ils sont aux alentours de 6 secondes, et les films de Christopher Nolan, qui a fait la trilogie Batman, Interstellar, Dunkerque, il est à 3 secondes.
C'est intéressant parce que ça montre justement la manière dont Cuarón filme et la façon dont justement il envisage le rythme de son récit. Donc on est vraiment souvent dans des prises très longues et qui vont prendre vraiment le personnage et le spectateur en même temps dans quelque chose qui va avoir un long cours. Le film donc sort en 2006 et c'est un échec assez cuisant. Le film ne rentre même pas dans ses frais sur le sol américain. Il a coûté plus de 75 millions de dollars. Il n'atteint pas les 70 de recettes. Il sort, faut dire, à Noël, ce qui n'est pas exactement propice au niveau de l'ambiance. Il est très mal défendu par le studio Universal qui a été sceptique sur le projet depuis le début et qui le défend assez mal et qui a un autre favori pour la course aux Oscars et qui néglige complètement la promotion du film. Le film est quand même présenté au 63e Festival de Venise. Il reçoit des prix, notamment le prix de la réalisation et de la photographie pour Cuarón et Lubezki. Mais le succès n'est pas au rendez-vous et Cuarón mettra un peu de temps à s'en remettre parce qu'après un si long travail, il est un peu exsangue et puis en plus le succès n'étant pas au rendez-vous, il va attendre 7 ans avant de réaliser son film suivant qui sera donc Gravity. Pour les 10 ans du film, donc en 2016, le film a été un petit peu rappelé au bon souvenir des cinéphiles et en fait on se rend compte que depuis lors la critique a toujours été extraordinairement enthousiaste par rapport au film et c'est devenu un film extrêmement important et qui est très souvent cité, qui est très haut dans les classements sur les meilleurs films d'anticipation, de science-fiction, etc. Et donc ça a donné l'occasion à Cuarón de s'exprimer un petit peu sur le film et on l'a notamment beaucoup interpellé sur l'aspect prophétique de son film. C'est-à-dire qu'on est dans un film qui sort en 2006 et qui effectivement fait une espèce de pari sur le futur. Et lorsqu'en 2016, pour les 10 ans du film, on regarde la situation, on se rend compte que ce qui est dit sur le réchauffement climatique, sur la migration massive, sur le repliement sur soi, avec le Brexit notamment, tous ces éléments-là semblent être prophétisés dans le film. Et donc ça lui donne une aura un petit peu particulière dont Cuarón se défend assez modestement en disant que il a simplement regardé le présent, les yeux grands ouverts, et il s'est rendu compte que tout ça était en germe et qu'il suffisait de tirer un petit peu le fil pour arriver à ce constat qui, aujourd'hui encore, est face à nous. Le film, donc, dès le départ, est présenté comme un film qui n'est pas un film sur le futur. Cuarón le dit, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un film sur le présent, c'est un état des lieux. Et tout le film est pensé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il va faire des références constantes à l'actualité la plus brûlante. Ce qui a décidé d'ailleurs aussi Cuarón à se lancer dans le projet, c'est les attentats de 2001. Le 11 septembre, il appelle certains membres de la production, il dit voilà, on cherchait quel futur, ça y est, on est rentré dans le futur, on est rentré dans le 21e siècle, là ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui clairement est en train de déterminer les années à venir. D'où l'importance aussi du terrorisme dans le film et de ces attentats constants. Et donc on a des références qui se font d'abord à l'actualité du début du XXIe siècle. On voit clairement des images qui renvoient à ce qu'on a pu voir dans les actualités, que ce soit Guantanamo, que ce soit la prison d'Abu Ghraib, etc. Et bien entendu, une très forte documentation aussi sur ce qu'a été l'histoire européenne. Très clairement, la ville de Londres, elle est transformée dans ce que les villes ont pu être comme ville martyre dans l'Europe. On retrouve Beyrouth, on retrouve Sarajevo, on retrouve les camps d'extermination. Et il va donc proposer un futur qui, d'une manière extrêmement pessimiste, d'une certaine façon, répète les grandes balafres de l'histoire et de l'histoire européenne à plus forte raison. Et il le présente à son équipe lorsqu'il commence à travailler et il dit « je veux faire l'anti-Blade Runner ». Il ne s'agit vraiment absolument pas d'imaginer quelque chose de futuriste. Il y a 2-3 éléments, quelques écrans vaguement translucides dans les pare-brises des voitures notamment. Vous avez aussi le jeune qui joue sur sa table avec une main prothétique. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il s'agit de tout montrer et aussi de montrer un futur qui est un futur déjà abîmé. On voit des voitures qu'on reconnaît vaguement, mais qui ont été légèrement déformées, qui sont toujours ternes, qui sont toujours usées. Et donc on est déjà, et là on en avait parlé avec Blade Runner, il y a aussi ici une idée du rétrofuturisme, mais un rétrofuturisme qui est beaucoup moins glamour, beaucoup moins clinquant, et dont la beauté visuelle n'est absolument pas une fin en soi, bien au contraire. Le film donc fonctionne de cette façon, et pour donner à voir ce monde, l'esthétique va toujours passer par l'arrière-plan.
si on regarde finalement la dynamique du récit, vous avez un personnage qui traverse un pays dévasté. Et la plupart du temps, surtout au départ, on le voit marcher dans une sorte d'habitude, dans une sorte de routine, et ne pas remarquer ce que la caméra, elle, va aller chercher. Et c'est le cas avec notamment, voilà, quand il est sur le quai de la gare et qu'on voit ses cages, hein, qu'on voit. Et à chaque fois, si vous regardez, vous avez la caméra qui suit le personnage, et puis qui à un moment le laisse avancer, et elle s'attarde sur quelque chose, et le donne à voir. Et donc on a un point de vue qui, pendant un temps, est un point de vue interne, où on suit toujours le personnage, et puis qui, de temps en temps, devient autonome. La caméra devient réellement, et c'était la volonté de Lubezki, il le dit clairement, que la caméra est un personnage à part entière qui s'arrête sur des choses que le personnage lui-même refuse de voir. Et vous avez donc ainsi un monde qui s'écrit en permanence, sur les façades notamment. Hein, vous avez les tags, vous avez les dessins d'enfants, vous avez évidemment les écrans qui en permanence évoquent toute la propagande, toute cette société fasciste, voilà, on encourage à la délation, etc. Vous avez donc les journaux qui tapissent la pièce. Et chaque fois que Théo passe quelque part, vous avez un élément. Pareil, des personnes souvent qui parlent une langue qui n'est même pas traduite, mais qui sont là et qui disent certaines choses. Hein, et on peut reconnaître à un moment de l'allemand avec quelque chose de très ironique, hein, c'est que l'allemande, elle est en tant qu'immigrée dans une cage et elle est absolument scandalisée d'être à côté d'un noir. Donc même à l'intérieur, hein, entre les migrants, il y a encore cette idée du racisme et de l'intolérance, etc. Et donc la question que ça pose, c'est évidemment celle du regard du personnage et du regard de la caméra elle-même. Et le personnage, lui, semble marcher dans un monde pour lequel il s'est totalement habitué à ce qu'il voit. Et Cuarón le dit, hein, la dénonciation majeure qu'il fait dans son film, c'est celle de la normalisation. Et lorsqu'il dit justement, c'est un film que j'ai fait sur le présent, il dit, voilà, j'ai simplement regardé attentivement, et ce que fait la caméra, c'est qu'elle regarde attentivement un futur dans lequel le personnage, lui, ne regarde plus rien de ce qu'il voit. Et ne voit pas l'histoire parce que, d'une certaine façon, il se blinde et il se réfugie dans son deuil à lui, dans son alcoolisme, dans son cynisme, pour tenter en réalité de survivre. Et donc la question, évidemment, c'est celle de la façon dont cette stérilité qui affecte le monde est d'une certaine façon aussi une stérilité d'ordre éthique, d'ordre moral. Et c'est intéressant de voir que la fertilité qui arrive dans le film n'est pas du tout comme on pourrait l'avoir dans un récit traditionnel, hein, l'amour d'un couple qui subitement redonne du sens au monde avec un vrai projet, etc. Cette jeune fille, elle est enceinte et elle ne sait absolument pas qui est le père et c'est arrivé comme ça. Là aussi, modification importante de Cuarón. Cuarón, qui au départ avait pensé à d'autres actrices, notamment l'actrice qui joue Hermione dans Harry Potter, avec qui il avait travaillé mais qui n'était pas disponible, réfléchit un petit peu et se dit qu'en fait il faut qu'il ait une comédienne noire et africaine et que ce sera évidemment très intéressant de faire que voilà, le berceau de l'humanité, hein, l'Afrique, eh bien, redevienne justement celui qui pourra relancer l'humanité et que ce soit évidemment quelque chose qui soit particulièrement ironique par rapport à toutes les théories racistes et le fait que ce soit une femme noire qui porte en elle le futur possible de l'humanité. Et donc, évidemment, la question qui se pose, c'est celle de la religion. Les références religieuses affluent, elles abondent dans tout le film. P.D. James elle-même donc avait qualifié son roman d'une parabole chrétienne. On le voit en continu, hein, déjà le personnage Théo, voilà, Théo ça veut dire Dieu, Pharon c'est le phare, hein, donc c'est le dieu des phares, le phare qui devient une espèce de, voilà, celui que la femme enceinte peut suivre un petit peu sur un chemin balisé jusqu'à ce phare final sur l'eau. Et cette religion, on va la retrouver, hein, alors vous avez les poissons, évidemment, le nom des rebelles, mais vous avez cette très belle scène de nativité dans l'étable, hein, lorsqu'elle dévoile évidemment sa grossesse, et puis tous ces mouvements sectaires avec, bien entendu, cette idée de la stérilité qui serait comme une sorte de plaie d'Égypte, hein, qui s'imposerait à l'humanité pour la punir de ses péchés. Et Théo lui-même dit que de toute façon l'humanité était fichue bien avant
qu'on en soit arrivé à cette stérilité. Comme quand on entend le titre à la radio, ils disent, voilà, en 2003, on ne savait pas regarder que le futur était juste là. C'est clairement ici envoyé au public de 2006. Mais la religion n'est pas du tout une fin en soi, c'est quelque chose qui est de l'ordre, je dirais plutôt d'une référence culturelle. Cuarón, clairement, en fait un élément parmi d'autres. Évidemment, c'est un enfant qui traverse un monde de violence. Évidemment, certaines personnes se signent à son passage, mais pas toutes. Et dans ce monde, à la fin, c'est une sorte de Babel où vous avez toutes les langues, toutes les religions, toutes les confessions. Et l'enfant, il est là d'une manière universelle. Et parmi ces références culturelles, vous avez évidemment les références artistiques qui abondent dans le film en continu. Alors, il y a les références musicales. On le voit avec le prénom Dylan, évidemment, mais aussi avec ce cochon que vous avez au-dessus de Battery Station, qui est une référence à l'album de Pink Floyd, Animals, dont d'ailleurs en 2027 on serait au 50e anniversaire, et qui lui-même est une référence à Orwell, Animal Farm, qui est une référence au stalinisme. Donc en fait c'est une espèce de puits sans fond, et toutes les références à chaque fois renvoient à la fois à des œuvres d'art et des œuvres d'art qui se seraient inspirées justement de l'histoire. Un exemple que j'ai évoqué dans le cours, la Pietà de Michel-Ange. Lorsqu'il arrive dans l'Arche des Arts, son cousin lui dit « j'ai pas pu sauver la Pietà ». Et la Pietà, en fait, elle est déjà présente dans Guernica de Picasso. Lors du repas, vous avez dans Guernica une Pietà, c'est-à-dire une femme qui se lamente sur la mort soit d'un enfant, soit d'un homme. Et c'est une scène qu'on voit à un moment, lorsque qui sort sur un fauteuil roulant, à un moment la caméra s'arrête et on voit une mère qui pleure son enfant mort. Et Cuarón explique en plus que la référence est aussi à une célèbre photo reportage qui a été faite pendant la guerre du Kosovo, et qui est une veillée funèbre au Kosovo, où on voit une Pietà, mais cette fois dans un reportage. Et donc on a des références qui sont systématiquement soit à des œuvres d'art, soit à des œuvres d'actualité, si vous voulez. Dans ce cas-là, on n'est même plus dans des œuvres, et qui à chaque fois montrent justement le rapport à l'histoire, et la manière dont l'histoire va nourrir l'œuvre d'art. Et c'est là que se situe aussi le film Les Fils de l'Homme. Et qui explique un rapport au temps qui est extrêmement complexe. Si vous regardez, vous avez ce passé, ces références au passé constant, le passé de l'histoire qui se répète d'une manière incessante et où on répète toujours les mêmes erreurs. Vous avez un présent qui est ce personnage de Jasper, qui, avec cette espèce de politesse du désespoir, propose justement l'humour, la dérision, la musique, et puis le fait de planer aussi, comme espèce de solution, et qui est une espèce de parenthèse enchantée un petit peu dans le film, à deux reprises, et qui va se finir évidemment aussi dans la tragédie, et puis qui évidemment renvoie à la clé. Elle est la clé de cette situation, elle est le futur, elle porte en elle le futur de l'humanité, et surtout, elle donne un futur à Théo, qui lui-même était emprisonné de son propre passé, à savoir le deuil de son fils. Et deux autres éléments du présent, c'est d'abord le temps réel de ces plans séquences, qui clairement joue sur la durée et tente de créer quelque chose qui est de l'ordre de l'empathie, où vraiment on regarde les gens, on s'arrête dans la rue et on voit des passants, même si c'est quelques secondes, il s'agit vraiment de leur donner la parole à un moment ou à un autre. Et donc cette idée aussi d'un présent dans l'esthétique qui est là, et qui envisage de regarder le monde dans les yeux, si vous voulez. Donc pour finir, le personnage, au bout de sa trajectoire, se retrouve, et ça c'est très important dans la symbolique du film, sur une barque, et il y a vraiment l'idée que peut-être que pour s'en sortir, il faut couper les racines. On est sur une barque au milieu d'un univers qui est devenu totalement illisible, on n'arrive même plus à distinguer le ciel de l'eau, et on a vraiment les deux derniers qui restent, tous les autres s'étant sacrifiés pour la bonne cause, et on arrive à un nouveau temps suspendu. L'autre temps suspendu, évidemment, qu'on a eu, c'est notamment quand vous avez cette biche qui traverse l'école, par exemple, cette espèce d'instant de grâce, et bien entendu, les pleurs de l'enfant qui traverse et qui fait taire à un moment la guerre, avec justement cette espèce de stupéfaction qui pourrait redonner du sens. Il ne faut pas oublier non plus qu'après ça reprend.
et que voilà, on reprend la mitraille et que là aussi il y a une référence à un présent de plus en plus comment dire, qui se répète, et puis l'idée d'une sorte de zapping continu. On regarde et puis on passe à autre chose et limite on revient à ce qu'on faisait avant sans avoir réellement tiré de leçon. Et donc, Cuarón laisse libre l'interprétation sur la fin, il la suspend, il dit c'est aux gens de décider ce qui va advenir, même si le bateau du futur Tomorrow arrive et laisse évidemment supposer quelque chose de nouveau, mais qui sait justement, le bateau est occupé par des hommes, et même les poissons, hein, ce groupuscule, n'arrivaient pas à faire quelque chose de la vie qui arrivait. Ils voulaient en faire un étendard, ils voulaient le récupérer politiquement. Et donc, il y a aussi cette idée à l'échelle plus intime de la rédemption, puisque le fils de qui va s'appeler Dylan et donne une espèce de closure au deuil de Théo, et lui permet d'une certaine façon d'être en paix par rapport à cette histoire, éventuellement par rapport à sa propre mort qui semble irrémédiable. Et ce qui reste, c'est donc cette espèce de suspens. Et cette idée d'un espoir possible, et d'un espoir, pour reprendre, c'est Cuarón qui cite lui-même le philosophe Terry Eagleton, qui parle d'un espoir sans optimisme, c'est-à-dire un espoir concret, un espoir qui se ferait dans l'action, qui serait extrêmement lucide et qui a tout à fait envisagé la possibilité de l'échec, mais qui refuse quand même de capituler et qui refuse la passivité. Théo étant un anti-héros particulièrement passif dans la quasi-totalité du film. C'est quelqu'un qui court et qui s'abrite la plupart du temps, et qui, progressivement, notamment par son acte qui est celui d'aider à l'accouchement, eh bien, est réellement devenu quelqu'un qui agit et qui a joué son rôle dans cette destinée-là. Et donc l'ultime question, c'est celle aussi justement de la posture même, à travers notamment toutes ces références, de la posture même de Cuarón par rapport à son sujet. Il est en train de regarder l'horreur du monde, et il l'accompagne de grands mouvements de caméra virtuoses, il construit quelque chose de très beau, et il évoque des œuvres qui ont sans cesse, se sont sans cesse nourries de l'horreur du monde. La question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt, est-ce que même il n'y a pas une indécence à aller regarder et à aller construire quelque chose là-dessus? Et c'est la même question avec Guernica, c'est la même question avec Michel-Ange, et c'est la même question avec le photoreportage. Et très clairement, Cuarón explique qu'il croit en une possible petite rédemption, notamment par la grâce, par la beauté. Dans le film, la beauté advient, notamment par la musique, par certains moments, mais par ces temps suspendus, par ce temps réel, par cette virtuosité qui nous impressionne, mais en même temps qui sublime quelque chose. La douleur, elle peut être hurlée, et à partir du moment où elle est chantée, elle devient une forme d'œuvre d'art, et il y a quelque chose qui se construit. Et Cuarón, clairement, propose ici l'idée d'avoir aussi aidé les gens à voir. Ces plans séquences, sa construction, c'est aussi une façon de dire, voilà, le monde continue à marcher sans regarder ce qu'il a autour de lui. Et son secret espoir, à travers notamment cette construction de plans très longs et cette manière d'aller voir l'horreur telle qu'elle est, au-delà de l'enthousiasme esthétique, c'est aussi l'idée d'une école du regard. Et c'est quelqu'un qui, en parlant de 2027, dit aux spectateurs de 2006 et aujourd'hui de 2019, eh bien voilà, moi je vous ai montré par l'art comment on peut regarder le monde en face. Ça serait intéressant d'ouvrir les yeux sur le monde que vous avez en sortant notamment de la salle de cinéma. Et c'est ce qui motive probablement toute la construction de son récit et toute l'esthétique de son cinéma. On le voit notamment beaucoup aussi dans son dernier film, Roma, qui traite énormément de ça, mais à une échelle beaucoup plus intime et autobiographique. Merci de votre attention.